1954, Coin de rue, de Charles Trenet. Suis-je obsédé par le mensonge? Ne suis-je pas condamné à mentir pour parler de moi? Il y aurait à cela plusieurs raisons, et des bonnes. Montaigne se vantait ironiquement d'être digne de gagner nom et réputation par son étonnante absence de mémoire, dont il estimait qu'il n'y en ait au monde une autre si monstrueuse en défaillance. Il se trompait, mais je ne peux lui en vouloir, il ne me connaissait pas. Je ne désire pas entrer en concurrence avec lui, pas plus sur ce point que sur d'autres, ce serait d'un ridicule outrecuidant. Mais, tout comme lui, ce manque de mémoire a souvent permis qu'un livre, que je relisais, qu'un film, que je revoyais, me rit toujours d'une fraîche nouvelleté. Comment dès lors venir à bout de l'étrange entreprise que je me suis fixée, de faire état de mes souvenirs avec rigueur et exactitude, quelque archive que je consulte, quelques témoins que je sollicite. L'unique recours n'est-il pas le mensonge, la fabulation? Par ailleurs, que raconter si je n'ai rien vécu d'extraordinaire? Je n'ai pas, comme Neruda, traversé les Andes dans la neige et par un froid polaire pour échapper à la répression d'un dictateur voulant ma peau. Je n'ai pas, comme Chateaubriand, pesé sur le destin du monde. Nul empereur ne m'a exilé. On ne peut me reprocher d'avoir participé par mon vote à l'invasion d'un pays. Je n'ai pas pu démontrer ma droiture et ma vaillance en faisant sauter des trains nazis ou en organisant le passage à l'étranger de juifs persécutés. Je n'obtiendrai jamais la médaille des justes. Je n'ai pas non plus barboté dans la fange fasciste ou raciste. Je n'ai pas adhéré au GUD. Je ne me suis jamais produit dans des salles mythiques comme l'Olympia, le Carnegie Hall ou même le Marquis Club. Les plus grandes scènes que j'ai foulées sont celles du Palais des Arts ou de l'Eldorado, qui d'ailleurs, depuis mon passage, a changé de nom. Il y a pire encore, peut-être. Je ne puis me targuer d'avoir pénétré l'intimité d'aucun des héros qui font la une des revues, qu'elles soient culturelles ou populaires. Je n'ai eu pour ami aucun prix Nobel de littérature, aucun philosophe télévisuel, aucune diva supersonique, aucun Premier ministre, aucun vainqueur du Tour de France, et je ne peux donc pas me rabattre sur le récit de leur prouesse pour m'approprier les miettes de leur gloire. Il ne me resterait donc plus, pour nourrir mon récit, que le mensonge, le maudit vice que stigmatise Montaigne. Pour lui, en effet, nous ne nous tenons les uns aux autres que par la parole, et celle-ci doit être véridique pour qu'une telle relation puisse continuer d'exister. Par fidélité envers ce monsieur, dont je me sens étrangement proche, excepté le génie, en témoignage de mon admiration n'interdisant pas une certaine forme de camaraderie, je m'efforcerai donc de m'éloigner, le moins possible, de la véracité, de caboter au plus près de la vérité. Ce sera parfois malaisé. Je distingue mal les contours de certains événements tant je les ai polis ou au contraire rendus plus rugueux au fil des récits que j'en ai faits. Tant la répétition de ceux-ci a fini par donner corps à mes imaginations et les rendre à tel point authentiques qu'elles ne susciteraient en moi aucun sourcillement repérable par le plus perfectionné détecteur de mensonges. Ce n'était pas toujours dans le but délibéré de m'envelopper d'une épaisseur dont je n'étais pas doté, comme lorsque j'ai propulsé mon père caissier général de la Banque de France parce que la signature d'un sien homonyme apparaissait sur les billets. Ce n'était pas nécessairement pour acquérir un prestige dont je m'estimais dénué alors que j'en voyais peut-être à tort tous mes camarades auréolés, comme je le fis, adolescent, en affirmant avoir été initié aux délices de l'orgasme sous la douche par une belle trentenaire folle de ma plastique. Il y a eu d'autres raisons, dont je suis moins honteux. C'était parfois afin d'enjoliver une anecdote, de la rendre plus savoureuse, de lui donner une chute dont le passage d'un métro ou la crainte d'un retard l'avait privé. C'est souvent parce que le prosaïsme d'une situation, la pauvreté d'un dialogue ont quelque chose d'insatisfaisant, d'inachevé. C'est presque toujours parce que j'aime, en racontant, faire sourire ou frémir,
et que pour cela tous les moyens me sont bons, licites ou non, justifiables ou non. Qu'importe que ce que je dis soit faux, pourvu que cela permette à mes auditeurs de s'amuser, ou d'avoir peur, de s'interroger, ou de s'engager dans une controverse. Le récit suivant est historique, documenté, et donc parfaitement véridique. En 1236, au lendemain de la bataille de Quirina, qui vit la victoire de Soundiata Keïta sur Soumaoro Kante, une assemblée fut convoquée pour rédiger ce que l'on a appelé la charte de Kurukan Fuga. Cette assemblée était composée de représentants des tribus qui devaient plus tard constituer les 12 provinces de l'Empire mandingue. La charte de Kurukan Fuga, dont l'élaboration dura 12 jours, se compose de 44 articles abordant tous les domaines de la vie: organisation sociale, droits et devoirs de la personne, exercice du pouvoir, droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux, place des femmes dans la société, famille, gestion des étrangers, préservation de la nature, conservation et transmission de l'histoire, gestion des conflits, etc. Et voici ce qu'affirme cette charte dans son article 17. Les mensonges qui ont vécu et résisté 40 ans doivent être considérés comme des vérités. Un certain nombre des faits que je vais rapporter ont passé ce délai. En tout état de cause, j'ai le souci de ne pas encourir les foudres posthumes de Montaigne. Celui-ci déclarait en effet « Si nous en connaissions l'horreur et le poids du mensonge, nous le poursuivrions à feu plus justement que d'autres crimes. Je veillerai donc à ne falsifier la réalité que par déficience de ma mémoire. Je ne suis pas certain que tout ce que j'écrirai sera le reflet inaltéré de la vérité, mais je m'interdirai d'introduire dans ce récit les falsifications volontaires auxquelles je me suis livré, les impostures par lesquelles j'ai plusieurs fois tenté d'apparaître autre que je n'étais. Bien sûr, le contenu de ces pages risque d'en être amoindri, la quantité de souvenirs risque d'être réduite. Ceux qui me connaissent et me fréquentent risquent de n'y pas retrouver un certain nombre d'aventures qu'ils étaient habitués à m'entendre narrer. Mais, sans mentir, pourquoi ai-je choisi pour succès de cette année 1954 Coin de rue de Charles Trenet? Il m'a fallu longtemps pour entrer dans l'univers de ce chanteur et poète et musicien. Son chapeau cabossé, ses yeux perpétuellement écarquillés comme pour bien montrer qu'ils étaient grands, me rebutaient, m'indisposaient. Ce n'est que très progressivement que je me suis laissé émouvoir par la douceur et la mélancolie de certains de ses textes, comme L'âme des poètes, Que reste-t-il de nos amours, Bonsoir, jolie madame. Et plus tard encore, que j'ai accepté d'entrer dans la poésie surréalisante de Je chante, avec son texte si tragique sur une musique sautillante et bébête, Le jardin extraordinaire ou Le soleil a rendez-vous avec la lune. Coin de rue exprime avec une implacable précision le sentiment qui m'a envahi peu à peu quand j'ai assisté à la transformation, on dira quelques années plus tard la boboisation, du Paris que j'aimais. Et pourtant, cette chanson a été écrite 40 ans avant que moi-même commence à ressentir les atteintes de ce mal étrange qu'est la nostalgie.